Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi de suivre le journal de la Radio Publique Africaine de ce lundi 10 août 2026. Tout d'abord, le sommaire. Les cas d'assassinat continuent d'augmenter au Burundi. Selon le bilan effectué par la RPA, 8 personnes ont été tuées dans différentes provinces du pays dans une période d'une semaine seulement. Bien que la 5e édition consacrée au dialogue sur le rôle des jeunes et des femmes dans la consolidation de la paix et la sécurité en Afrique ait débuté ce lundi en mairie de Bujumbura, certains jeunes burundais déplorent qu'aucun plan de développement n'a jamais été mis en œuvre par le gouvernement pour les aider à s'épanouir. Ce dimanche, en football, l'équipe d'Aigle Noir a remporté la Supercoupe de football au Burundi et en basketball, le titre des playoffs est revenu au club Urunani. Vous allez le suivre dans ce journal. Tout de suite, les détails de cette édition. Bonsoir, débutons par la page sécurité. 8 personnes ont été tuées dans 3 provinces du pays au cours de la semaine écoulée, selon le bilan établi par la RPA. Parmi ces victimes, 3 ont perdu la vie dans une attaque à la grenade. Emmanuel Daishimiye nous donne les détails. Dans la province de Gitega, 4 personnes ont été tuées au cours de la semaine qui vient de s'achever. Parmi les victimes figure un père de famille et son enfant tué par une grenade lancée à leur domicile situé sur la colline Nyagova, zone Bugenyuzi, commune d'Okaruzi lundi dernier. Les auteurs de cette attaque n'ont pas encore été identifiés. Les autorités administratives indiquent qu'une enquête a été ouverte. La 3e personne tuée dans la province de Gitega est un nommé Rongé Nahimana, âgé de 60 ans. Il a été sauvagement assassiné, la gorge tranchée par des individus non encore identifiés, alors qu'il rentrait chez lui sur la colline Charire, zone Vitare, commune d'Obugendana, samedi dernier. Les mobiles de ces meurtres restent inconnus. La 4e personne tuée était nommée Alexis Ndouimana, âgé de 37 ans, monétaire agricole. Son corps a été retrouvé pendu au plafond d'une maison à l'aide d'une corde, les pieds touchant le sol. Certains habitants de la colline affirment qu'il aurait été tué avant que son corps ne soit suspendu dans la maison afin de faire croire à un suicide. Des conflits fonciers pourraient être à l'origine de ce meurtre. Les habitants demandent l'ouverture d'une enquête impartiale. Dans la province de Butanyerera, 3 personnes ont également été tuées au cours de la semaine écoulée. La première victime est Esther Miburo, âgée de 42 ans. Elle a été tuée à coups de hache par son mari sur la colline Kinyota, zone Birambi, commune de Kiremba, samedi dernier. Son mari avait quitté le domicile conjugal depuis 8 mois. Il est actuellement détenu par la police à Kiremba. La 2e personne assassinée dans la province de Butanyerera est un homme âgé, originaire du Rwanda, qui était venu couper de l'herbe dans la vallée de la rivière Kanyaru, sur la colline Gatare, zone Birambi, commune de Kiremba, samedi dernier. Des militaires burundais l'ont aperçu et l'ont frappé à plusieurs reprises avec des bâtons jusqu'à ce qu'il succombe. La 3e personne assassinée dans la province de Butanyerera est Anissé Misago, âgé de 67 ans. Il a été tué par une grenade sur la colline Mugongo, zone Kimeza, commune de Busoni, mercredi dernier. Des conflits fonciers seraient à l'origine de cet acte de violence. 11 personnes soupçonnées d'être impliquées dans son
meurtre sont entre les mains de la police pour des raisons d'enquête. En fait, la RPA a recensé une autre personne tuée au cours de la semaine écoulée dans la province de Boronga. Il s'agit d'Emmanuel Bukuru. Son corps, attaché au niveau du cou et en état de décomposition, a été retrouvé dans une forêt située sur la colline et zone Vitezi, commune de Msongati, mardi dernier. La victime était portée disparue depuis 4 jours. Les auteurs de son meurtre ainsi que le mobile restent inconnus. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Passons à la page politique. La révélation faite par le président Évariste Ndaïchimiye, selon laquelle le marché central de Bujumbura a été incendié volontairement, est en réalité une mise en garde à l'endroit du président du Sénat burundais. Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, explique que Gervais Ndirakobucha, un des instigateurs de l'incendie de ce marché, se trouve dans le groupe des Bagumyabanga qui ne veulent pas que le président Ndaïchimiye effectue un second mandat. Suivez le docteur Bob Rugurika dans l'émission Ijamboni Gwawe de ce dimanche. Premièrement, je voudrais dire que lorsque vous voyez le chef de l'État faire une sortie médiatique, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a un message que le président veut transmettre. Je me réfère aux informations fournies par des proches du président lui-même, ainsi que sur la situation qui prévaut au sein du parti CNDD-FDD. Il y a aujourd'hui un problème sérieux au CNDD-FDD, même s'ils ne sont pas encore arrivés au point de se diviser complètement ou de se séparer. Mais il y a bel et bien un problème. Quel est donc ce problème? Beaucoup de militants qui sont au CNDD-FDD ne sont pas satisfaits du régime de Ndaïchimiye et souhaiteraient qu'il ne se représente pas. Les informations que nous recueillons auprès des proches du président Ndaïchimiye indiquent que la communication qu'il a faite sur la radio BBC contenait une mise en garde à l'endroit de certains militants du CNDD-FDD, notamment ceux qui cherchent à l'empêcher de se représenter alors qu'il a déjà décidé de le faire. Selon nos sources, certains souhaiteraient l'empêcher de se représenter, tandis que d'autres affirment vouloir même le retirer de la fonction de président de la République. Le président Ndaïchimiye a donc voulu mettre en garde ce camp qui s'oppose à son régime et à son projet de se représenter. Certains affirment que ce qui leur pose problème, c'est sa présidence en cours de l'Union africaine. Ceux donc que le président a appelés des malfaiteurs sont des membres du CNDD-FDD, mais qui ne voient pas les choses de la même manière que lui, ceux qui veulent qu'il ne reste pas au pouvoir. Dans ce groupe de militants qui n'acceptent pas le régime de Ndaïchimiye se trouve le président du Sénat, le général Gervais Ndirakobucha surnommé Ndakugarika. Celui-ci est l'un des chefs du groupe qui a tout fait pour incendier le marché central de Bujumbura. Ndaïchimiye aujourd'hui s'y dévoile le secret tant gardé que le marché a été incendié. C'est un avertissement, c'est une mise en garde. Le président Ndaïchimiye n'a pas prononcé de nom, il n'a pas non plus dit ce qu'il comptait faire à l'égard de ces malfaiteurs. Cela signifie que le président Ndaïchimiye connaît ces malfaiteurs et qu'en ce moment, il les protège. Mais par le fait d'avoir prononcé cette phrase, il a adressé un message au groupe de militants qui s'opposent à lui. Cela signifie que, dans les jours qui viennent, les Burundais ne devraient pas être surpris de voir le président du Sénat, Gervais Ndirakobucha, conduit devant la justice. De la même manière que Ndaïchimiye avait procédé à l'arrestation du général Bunyoni, Gervais Ndirakobucha pourrait lui aussi être emprisonné à la suite de cette phrase prononcée par Ndaïchimiye. Toujours à ce sujet, l'organisation Parsem, qui œuvre à sensibiliser les Burundais au changement de comportement, se dit préoccupée par les retards enregistrés dans l'engagement des investisseurs qui se sont engagés à réhabiliter le marché central de Bujumbura. C'est ce qui ressort d'une analyse présentée ce lundi par Faustin Ndikumana, président de la Parsem, 13 ans après l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Faustin Ndikumana estime que l'implication financière de l'État dans la reconstruction du marché constitue l'une des solutions durables pour mettre fin à cette situation. Je vous propose de l'écouter. Et Parsem vient de sortir l'analyse par rapport à la reconstruction de l'infrastructure de marché central qui se fait toujours attendre. On dit que c'est l'entreprise Waka qui revient encore une fois pour reconstruire cette infrastructure. Et d'abord, pour Parsem,
Le fait qu'une telle infrastructure peut passer 13 ans sans qu'elle soit encore reconstruite, ça montre qu'il y a anguille sous roche, ça montre qu'il y a un problème institutionnel au niveau de la gestion du procédé de reconstruction. Deuxièmement, pour reconstruire cette infrastructure, 2 voies peuvent être utilisées. Premièrement, le gouvernement peut mobiliser les moyens pour construire l'infrastructure et par après privatiser la gestion. Cette mobilisation des moyens pourrait passer à travers un crédit qui pourrait être contacté auprès des bailleurs de fonds ou un don négocié justement auprès des partenaires techniques et financiers pour reconstruire cette infrastructure. La deuxième voie, c'est le partenariat public et privé. Mais celui-là exige une capacité institutionnelle avérée, une expertise dans la négociation des contrats, parce que ce sont des contrats complexes, et une protection juridique à partir d'une justice saine et indépendante. C'est l'une des mesures palliatives au problème de moyens des pays, surtout en voie de développement. Faustin Ndikumana appelle également le gouvernement burundais à lever toute opacité autour de l'attribution des marchés aux entreprises chargées des travaux de construction et à la lutte contre la corruption dans le cadre de ce projet. Suivez-le. Il est devenu une habitude pour le gouvernement d'outrepasser les normes et principes de gouvernance ainsi que le cadre légal existant pour choisir des entités ou entreprises signant les contrats d'exécution des travaux, donc au sein des infrastructures d'exploitation minière. Et là où le bas blesse, on octroie des marchés à des entreprises qui naissent pour ces circonstances. Des entreprises qui n'ont pas d'expérience, sans moyens logistiques, sans ressources humaines qualifiées. C'est pour le cas de figure, pour l'entreprise Ouvaka. Il faut organiser un appel d'offres. Il faut un processus de sélection transparent. Le candidat sélectionné, il faut une signature de contrat dans la transparence. Parce qu'en dehors de ça, ça fait la corruption et le favoritisme. Alors que la loi anticorruption et le code pénal sont assez sévères contre le favoritisme dans les marchés publics. Pour le cas de Ouvaka Entreprise, on peut se poser la question. Est-ce que le contrat qui a été signé, quelles sont ces clauses? Comment cette entreprise pourra se faire rembourser l'argent engagé? Ce sont des actions collectées ou des obligations? C'est quoi? Encore plus, au niveau de la trésorerie en devise, est-ce que c'est la diaspora qui s'est engagée justement dans la construction de cette entreprise? Va-t-il amener des devises fraîches? Ou bien c'est la Corée de Frambourg et puis continuer à faire une pression sur le prix de devises locales ici disponibles? Tout cela doit être étudié, sinon on pourrait tomber dans des difficultés sans couverture juridique consistante. Les effets négatifs peuvent justement limiter les résultats. Une courte pause et nous continuons avec la page politique. RPI. La 5e édition consacrée au dialogue sur le rôle des jeunes et des femmes dans la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique a débuté ce lundi en mairie de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. La cérémonie d'ouverture de ce dialogue a été rehaussée par le chef de l'État burundais et président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye. Dans son discours d'ouverture officiel, devant plus de 1200 participants, principalement des jeunes et des femmes, le président Ndayishimiye a appelé la jeunesse à s'engager davantage dans le développement du continent africain. Selon lui, ce qui est réalisé ailleurs peut également être réalisé en Afrique. Ce dialogue se tient sous le thème, j'ouvre les guillemets, l'eau pour tous, la gouvernance pour tous, le rôle des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, la résolution des différends et la consolidation d'une paix durable à travers une gouvernance inclusive et une gestion responsable des ressources naturelles. Je ferme les guillemets. Débuté ce lundi, ce dialogue prendra fin le 12 août 2026, une date qui coïncide avec la Journée internationale de la jeunesse. Ce lundi 10 août, l'Afrique célèbre la journée africaine de l'état civil et des statistiques de l'état civil instituée par les pays africains
réunis au sein de la conférence des ministres chargés de l'état civil. Cette journée est célébrée depuis 2018. Elle vise à sensibiliser les populations à l'importance de l'enregistrement des naissances, des décès, des mariages et d'autres événements de la vie au Burundi. Malgré l'importance de ces documents pour l'accès aux droits et aux services publics, les citoyens qui fréquentent les services d'état civil restent encore peu nombreux. À cela s'ajoute le retard dans la modernisation et la digitalisation de ce secteur. Plus de détails avec David Claude Mbananayo. L'enregistrement des naissances et des décès à l'état civil au Burundi constitue un élément essentiel pour connaître avec précision le nombre d'habitants du pays et garantir à chaque citoyen le droit à une identité reconnue par la loi. Même si des progrès ont été réalisés dans l'enregistrement des naissances, plusieurs défis persistent et empêchent encore d'atteindre un niveau satisfaisant de couverture. Selon un rapport de l'UNICEF publié en 2024, 84% des enfants de moins de 5 ans au Burundi étaient enregistrés à l'état civil, tandis que ce taux était de 73% chez les enfants de moins d'une année. L'UNICEF souligne également de fortes disparités selon les régions de résidence. Dans l'ancienne province de Kirundo, par exemple, les données disponibles indiquaient que seulement 54% environ des enfants de moins de 5 ans étaient enregistrés. L'éloignement des services d'état civil constitue l'une des principales difficultés. Certaines familles vivent loin des bureaux où sont effectués, ce qui les décourage ou les pousse à retarder l'enregistrement. Un autre problème est que certains enfants peuvent être enregistrés sans que leur famille ne dispose du document officiel permettant de le prouver. Cette situation peut exposer l'enfant à différentes difficultés, notamment dans l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à la nationalité et à d'autres services essentiels. Par ailleurs, de nombreux enfants ne sont toujours pas enregistrés ou le sont tardivement, notamment dans les familles les plus vulnérables, personnes de retour au pays, ainsi que dans les zones difficiles d'accès. La situation est également préoccupante en ce qui concerne l'enregistrement des décès. Lorsque les décès sont correctement enregistrés, ils permettent au pays de disposer de données fiables sur le nombre de personnes décédées, les causes de décès et les tendances de mortalité. Une grande partie des opérations d'état civil se fait encore par support papier. Pour améliorer la situation, les experts recommandent notamment de digitaliser les services d'état civil afin de faciliter l'enregistrement et la conservation des données relatives aux citoyens. Il serait également important de renforcer l'interconnexion entre les établissements de santé et les services d'état civil. Une telle réforme permettrait non seulement d'améliorer la qualité des données démographiques du Burundi, mais aussi de garantir à chaque enfant et à chaque citoyen une identité juridique reconnue et protégée par la loi. Merci David Claude Mbananayo. À l'occasion de cette journée, le Burundi est déjà engagé dans la mise à l'échelle de sa plateforme digitale d'enregistrement des faits d'état civil. C'est ce qu'a déclaré le ministre ayant l'intérieur et le développement communautaire dans ses attributions. Selon le secrétaire permanent Richard Ndaïsaba, un programme conjoint entre les services de l'état civil et ceux de la santé a été mis en place dans 123 établissements de santé. Il permet à chaque mère de faire enregistrer son enfant immédiatement après l'accouchement directement auprès d'agents de santé présents dans ces établissements. Suivez-le. Un système d'état civil et fonctionnaire permet à l'État de mieux connaître sa population, d'améliorer la prestation des services publics et de prendre des décisions fondées sur des données fiables. Les services d'état civil ont ainsi été progressivement rapprochés des citoyens avec le déploiement des bureaux d'état civil au niveau zonal alors qu'ils étaient auparavant principalement accessibles au niveau communal. Le Burundi a également engagé une réforme importante fondée sur l'interopérabilité entre l'état civil et les services de santé. Les parents peuvent désormais, dans les formations sanitaires concernées, enregistrer la naissance de leur enfant directement. Cette approche, pilotée depuis 2023 avec l'appui de l'UNICEF, elle est opérationnelle dans 123 formations sanitaires et a permis d'enregistrer dans les délais légaux plus de 52
1000 naissances. Ces résultats démontrent qu'une administration plus proche peut produire des résultats concrets pour les populations. La digitalisation constitue désormais une autre étape essentielle de cette transformation. Elle offre des possibilités importantes pour améliorer, sécuriser des informations, faciliter l'enregistrement des naissances, renforcer l'archivage et la conservation des actes et réduire les risques de perte, de détérioration ou de duplication des documents. L'état civil et la digitalisation doivent permettre d'atteindre toutes les populations, y compris celles qui vivent dans les zones rurales éloignées. Aucun enfant ne devrait être privé d'une identité juridique en raison de l'éloignement géographique. Le gouvernement du Burundi réaffirme son engagement à garantir l'enregistrement universel et inclusif des naissances d'ici 2030. Nous devons néanmoins reconnaître que des défis subsistent. La mise à l'échelle nationale de l'interopérabilité entre les formations sanitaires et l'état civil, la digitalisation du système, l'insuffisance des infrastructures et des équipements. Parlons sport pour clôturer ce journal. La Supercoupe de football au Burundi a été remportée ce dimanche par l'équipe d'Aigle Noir. En basketball, le titre des playoffs est revenu également ce dimanche au club Urunani, victorieux de Dynamo lors du 7e match sur le score de 80 points à 71. Reportage signé Désiré Hatungimana. Ce dimanche, c'était une joie immense au terrain du département des sports pour les supporters d'Urunani, dont l'équipe favorite vient de remporter le trophée des playoffs, synonyme de qualification pour représenter le Burundi aux compétitions africaines. Une victoire éclatante lors du 7e match, preuve que le parcours n'a pas été facile. Avant le coup d'envoi, les fans d'Urunani retenaient leur souffle, surtout après la défaite de samedi, concédée sur le fil par un seul point. Beaucoup pensaient que Dynamo avait alors toutes les chances de décrocher le titre. Mais le scénario a basculé. Dès le début, Urunani a pris l'avantage et Dynamo n'est passé devant qu'une seule fois dans le 4e quart-temps. Au premier quart-temps, Urunani mène 23 points à 18. Au deuxième quart-temps, il y a égalité parfaite de 12 points. Score à la pause, 37 points à 30 en faveur d'Urunani. Au troisième quart-temps, Urunani accentue son avance par 22 points à 14. Au 4e quart-temps, Dynamo tente le tout pour le tout, inscrit 27 points contre 23, mais reste derrière. Urunani remporte le match par 80 points à 71 et gagne le trophée de cette année. Son capitaine Bougé Jaromis, élu MVP, a reçu une récompense de 5 millions de francs burundais. Urunani représentera donc le Burundi dans la compétition Eurotobal qualificative pour la Basketball Africa League. À noter que l'an dernier, Dynamo n'avait pas pu participer, faute d'avoir payé une amende de $50,000 américains liée au refus de porter les maillots floqués Visit Rwanda, sponsor officiel jusqu'en 2028. En football, la Supercoupe du Burundi opposait Aigle Noir, champion national, à Rukinzo, vainqueur de la Coupe du Président. Après un match nul d'un but partout, la séance de tir au but a souri à Aigle Noir, vainqueur 6-5, qui empoche 10 millions de francs burundais. Rukinzo repart avec 7 millions. Enfin, en karaté Rwanda, lors du Zanshin Karate Championship, la burundaise de 9 ans, Iterikeka Lorna Clara, a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 10 ans. Fille de réfugiés burundais installés à Nyamata, elle avait déjà remporté le bronze l'an dernier. Elle évolue au sein de l'académie Utunyang Young Warrior Sport Academy, preuve que les réfugiés burundais ne croisent pas les bras malgré leur situation de refuge. Merci Désiré Hatungimana. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce 10 août 2026. Merci pour votre attention. Merci à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. À la présentation du journal, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bon début de la semaine à tous.